Bonjour à tous, bonjour pour cette nouvelle session du Café de la Data qui sera consacrée aujourd'hui donc à l'actualité statistique du Grand Est vue par l'INSEE. Donc je suis Sylvain Bianco, chargé chef de projet à la DIMAP et j'ai la lourde responsabilité ce matin de remplacer Marie-Christine qui officie habituellement pour l'animation. Alors vous êtes nombreux ce matin à vous être connectés, hein, merci à vous et preuve s'il en fallait de l'intérêt que l'on porte tous aux travaux de l'INSEE. Pour mémoire, il y a 2 ans, c'était en janvier 2022, nous avions déjà eu dans cette configuration une intervention de l'INSEE, hein, qui avait suscité beaucoup d'intérêt et donc on a souhaité réitérer. Ce matin, l'intervention se fera à 3 voix. Par Yves Friedel, Udo Maïka et Rémi Charrier, donc que je remercie pour leur disponibilité, puis par avance pour tous les éclairages qu'ils pourront nous apporter. Donc je vais vous donner la parole tout de suite, hein, pour que vous puissiez vous présenter plus en détail. Juste un mot pour toutes les personnes qui suivent le webinaire. L'idée, hein, c'est vraiment d'être dans un échange libre. Donc voilà, je vous incite à poser toutes vos questions. Vous pourrez le faire, hein, soit dans le fil de la conversation, soit l'intervention. Yves, tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'intervention sera déclinée en 3 parties. Enfin, se déroulera en 3 parties et on pourra prendre le temps à l'issue de chaque partie, hein, pour que chacun puisse poser directement ses questions. Donc le format aujourd'hui, hein, c'est un format un petit peu rallongé par rapport à d'habitude, hein, donc on a du temps entre guillemets, on a 1h30, mais voilà, j'essaierai quand même d'être le gardien un peu de l'horaire et puis voilà donc Yves, je te laisse la parole. Et puis j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles, hein. Je crois que vous commencez par la démographie qui est un petit peu morose dans le Grand Est. Alors j'espère que sur les autres thématiques, les tendances seront pourront être plus favorables. Voilà. Oui, très bien. Merci Sylvain. Merci à la région de nous convier, donc c'est le Café de la Data, hein. On est intervenu effectivement il y a 2 ans. Donc intervention en 3 temps. On vous parlera, donc Hugo Maquet vous parlera de démographie dans le Grand Est. Je vous parlerai de ruralité, comment on la mesure et qu'est-ce qu'on y voit. Et enfin, Rémi Charrier vous parlera d'économie et de conjoncture en Grand Est. Alors effectivement, hein, vous pouvez utiliser le chat, mais ce qu'on fera, je pense, c'est que les collègues relèveront un peu les questions, et puis à la fin de l'intervention, on fera une synthèse, et on reprendra les questions, hein, qui ont été posées, et puis ceux qui veulent les poser oralement pourront le faire, hein. Donc effectivement, il y aura échange libre. On va essayer de séquencer voilà, en 3 parties. On fera une pause après chaque intervention. Voilà, donc je vais partager le diaporama et je vais laisser alors je vais partager. Le PDF et j'espère que vous voyez tout. Plein écran. Alors pour l'instant, c'est toujours un écran noir. Ça va peut-être bien. Ça met un peu de temps. OK. Parce qu'on nous, on voit les liserés rouges autour. Non. Non, là, non, c'est écran noir, là, pour l'instant. Et écran noir. Essaye le PDF, de toute façon, si ça allait marcher. Le DP. Ouais, le DP. J'arrête le partage. Je vais partager un document. Celui-ci, hein. Celui-là, il y en a deux. Non, le CPD. C'est sûr. Je vais démarrer.
Là, vous le voyez. Là, c'est bon, là. Ouais, Mais il n'est pas en plein écran, quoi. il n'est pas en plein écran, et je Ouais. pense que quand je vais basculer en plein écran, vous ne le verrez plus. Alors là, on le voit toujours, mais je crois qu'on n'est pas sur l'écran du plein écran, là. Ouais, bon. On va faire comme ça. Je crois qu'on n'a pas le choix, on va faire comme ça. Je vais réduire à droite et à gauche, on n'arrive pas. Désolé. Ça marche quand même. Désolé, ça va le faire. On attaque. Voilà. Bon, tu peux passer vite sur les diapos de présentation. On n'a pas toute la diapo. Ouais. C'est pas grave. Il fait combien? Ok. Ok. Donc, je vais commencer par vous présenter la démographie, comme Yves l'a très bien introduit. La démographie, d'un point de vue global, d'un point de vue mondial, a une tendance assez nette pour les pays développés, voire les pays asiatiques, et une tendance assez stagnante, voire décroissante. C'est-à-dire que dans la plupart des pays développés, notamment l'Amérique du Nord et l'Europe, il y a une population qui stagne, voire même qui décroît dans certaines régions du monde. Le Grand Est, lui, ne fait pas cas d'exception à cela. On peut voir que le nombre d'habitants au 1er janvier 2021 était de 5 561 000 et qu'il y a eu une évolution de 0% durant cette période-là. Donc, dans le Grand Est, il n'y a eu ni une baisse, ni une augmentation de la population sur la période 2015-2021. Alors qu'en France, hors Mayotte, on a une évolution par contre de 0,3% de la population, donc on est en dessous de la moyenne nationale. Il faut savoir que certaines caractéristiques du Grand Est, c'est qu'on est la 6e région de France en tant que population, et donc forcément, on n'est peut-être pas celle qui va tirer le plus la France dans la moyenne démographique. Ce qu'on peut voir notamment avec cette carte-là. On peut voir qu'il y a une forte hétérogénéité au sein de la variation de la démographie en France. On a notamment, du coup, là pour cette carte-là, les couleurs chaudes sont les gains de population, tandis que les couleurs froides, les couleurs bleues, sont plutôt une perte de population. On peut voir qu'il y a 2 grosses zones, voire 3 avec Paris, qui gagnent de la population. Il y a la façade atlantique, qui gagne énormément de population. Il y a également le sud-est, avec Rhône-Alpes et PACA, qui en gagnent également. Paris également gagne de la population, comme d'habitude, mais pour des raisons un peu particulières, qu'on expliquera un peu plus tard. Le Grand Est, lui, ne gagne quasiment pas de population, comme je l'ai dit précédemment, et pareil, il y a une petite hétérogénéité avec le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin est encore en croissance significative de population, tandis que tous les autres départements de la région sont soit en baisse démographique, soit stagnent, sont autour de 0% de gain de population. Alors, pour calculer le solde démographique, on utilise 2 composantes. Le premier, c'est le solde naturel, qui est la différence entre les naissances et les décès. La deuxième composante est le solde migratoire qu'on dit apparent, qui est la différence entre les arrivées et les départs sur un territoire. Pourquoi on dit apparent? C'est parce qu'on ne peut pas recenser les personnes qui quittent la France. On peut recenser les arrivées, mais pas les départs. Donc, on dit apparent et on fait juste une règle de 3 où on calcule le solde migratoire total, les arrivées et on soustrait les 2 pour avoir les départs. C'est pour ça qu'on dit qu'il est apparent. Ces 2 composantes entre elles forment donc le solde démographique. Ici, on peut voir la première composante qui est le solde migratoire. On peut voir notamment que le Grand Est est une région très peu attractive, pas la pire. On a notamment Haute-France qui est pire que le Grand Est et qui est très proche des 0%, comme on l'a vu dernièrement. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, les colonnes bleues sont le taux de variation, sont la composante migratoire, donc la composante du sol migratoire dans la variation de la population entre 2015 et 2021, tandis que les petits losanges sont, eux, le taux de variation annuel par région. Donc, par exemple, pour Grand Est, on voit que le petit losange est au milieu de l'axe des zéros, donc que Grand Est ne gagne pas de population, et que la barre bleue est légèrement à gauche, donc elle perd un peu de la population au niveau migratoire. Donc il y a plus de départ de la région
que d'arrivées. Dans les bons élèves, les bonnes régions, au niveau sol migratoire, on peut voir qu'il y a la Corse, qu'il y a l'Occitanie, comme on l'a vu, les Pays de Loire. Donc la façade atlantique, encore une fois, qu'on a présentée un peu plus récemment. Il y a aussi Rhône-Alpes, qui, eux, ont un sol démographique et un sol migratoire, comme on le voit ici, qui est positif dans les deux cas. Ici, la carte est plus ou moins similaire à la dernière, mais cette fois, on présente le sol naturel. Un sol naturel pour le Grand Est qui est très proche du sol migratoire, avec près de 0% de gain. Et c'est pour ça qu'on a un petit losange tous les jours auprès de 0. Ici, sur ce graphique, on peut voir une particularité, c'est l'Île-de-France. En effet, on peut voir que quasiment toutes les régions perdent de la population au niveau sol naturel, alors que l'Île-de-France, eux, ont un gros gain de population via cette composante-là. Alors pourquoi? Ça s'explique tout simplement parce que la population qui arrive en Île-de-France est principalement une population jeune, souvent des cadres dynamiques qui viennent de sortir d'études, et qui commencent à faire leur carrière et leur famille à Paris. Par contre, une fois que leur carrière est bien aboutie, bien en place, et qu'ils sont même proches de la retraite, ils décident alors de partir de l'Île-de-France pour s'installer dans des régions avec un climat un peu plus agréable et un cadre de vie un peu plus agréable. C'est quand même plus sympathique d'être proche de la mer que d'être près des gros buildings parisiens. Et donc, les populations les plus vieilles, donc les plus proches, on va dire, du décès, partent de l'Île-de-France, tandis que les populations qui sont près de l'âge pour fonder une famille arrivent en Île-de-France. C'est ce qui explique notamment ce sol naturel qui est très élevé par rapport aux autres régions. Quand on met les deux cartes bout à bout, on voit que le Grand Est est du coup en dessous de la plupart des autres régions. On voit que la Corse, fortement tirée par le sol migratoire, est premier en variation de la population annuelle. Et on voit encore une fois la façade atlantique qui est très haut, mais souvent tirée par un sol migratoire. Le sol naturel, lui, comme on l'a dit, à part pour Paris, est souvent en panne et souvent tourne au ralenti. Et le Grand Est est une très belle illustration, mais en plus de ça, vu que le sol migratoire ne tourne pas très bien, on a un taux de variation qui est proche des 0%. Mais par contre, il y a une hétérogénéité qui s'est mise en place depuis les années 2010. On voit que sur la période 2010-2015, on avait 4 territoires qui gagnaient de la population, 4 qui en perdaient et 2 qui stagnaient. On avait le Bas-Rhin qui était toujours aussi efficace, toujours aussi attractif, et notamment tiré par l'influence de la métropole de Strasbourg. Et on avait aussi l'ouest de la région qui gagnait de la population. Alors que les régions les plus rurales, déjà sur cette période-là, perdaient de la population et étaient de moins en moins attractives. C'était une tendance qui était bien mise en place depuis quelques années et qui a commencé à décliner un peu à partir de 2015. En effet, on peut voir que le Bas-Rhin est toujours aussi attractif, mais par contre, aucune autre région ne gagne, aucun autre département, aucun autre territoire du Grand Est ne gagne de la population sur la période 2015-2021. Tandis que les régions rurales qui perdaient déjà d'attractivité ont vu une situation qui s'est empirée pour elles et aujourd'hui sont en déclin démographique. Je pense qu'on peut le dire. Donc ici, on a vraiment la plaine alsacienne qui continue d'être attractive, qui continue de gagner de la population, et les régions quand même qui continuent d'en perdre petit à petit. C'est une tendance qui se met en place et qui ne devrait pas s'arrêter. Tout ça est tiré notamment par le sol naturel, comme on va le voir un peu après. Lorsqu'on fait un zoom un peu plus profond sur la région, en prenant les EPCI, on peut voir, encore une fois ici, on a le rouge qui est positif, le bleu qui est négatif. On peut voir que la plupart des territoires du Grand Est sont en perte de population chaque année. On voit notamment les territoires les plus ruraux qui sont bien plus en perte, tandis que les territoires comme la plaine alsacienne ou le nord lorrain, eux, sont en gain. On voit aussi l'ouest de la région avec l'Aube et notamment l'influence de Troyes qui gagne un peu de population chaque année. Cela s'explique par plusieurs situations. Déjà, le nord lorrain et Saint-Louis, qu'on peut voir au sud-est de la région,
on peut voir qu'il y a une forte attractivité due aux pays frontaliers avec un très fort revenu. Tandis que l'influence de Strasbourg, on peut le voir, a un gros impact sur la variation de la population. C'est une région attractive, c'est une région qui est très forte économiquement, comme on va le voir un peu plus tard avec Rémi. Et c'est une région peu rurale comparée au reste du territoire, notamment la Meuse et la Haute-Marne, qu'on voit à l'ouest du territoire, en bleu bien foncé. Et comme je l'ai dit, cette évolution est notamment due à un sol naturel qui est devenu négatif depuis 2020. On voit qu'à partir de 2000, le taux de naissance et le nombre de naissances diminue chaque année, mais qui est resté au-dessus des décès jusqu'à l'année 2020. En effet, les décès continuent d'augmenter petit à petit, dû souvent aux baby-boomers qui commencent à avoir un âge assez avancé aujourd'hui, et donc une vieillesse de la population qui n'arrange pas le nombre de décès. Tandis qu'aujourd'hui, on est aussi dans un effet assez générationnel au niveau des naissances, où la génération actuelle a de moins en moins envie de faire d'enfants. Il n'y a plus 3 enfants par famille, comme ça pouvait être le cas avant. Et donc, forcément, les naissances, elles diminuent. Et en 2020, c'est passé en dessous du nombre de décès. Donc, forcément, si les naissances sont en dessous du nombre de décès, on a un sol naturel qui est négatif, et donc qui va tirer le taux de variation de la population vers le bas, comme on l'a vu. On peut voir que sur la période étudiée, donc 2015-2021, la moitié de la période, on avait un solde naturel qui était encore positif, tandis que l'autre, il était négatif, et c'est pour ça qu'on a un solde naturel aujourd'hui très très proche des zéros dans le Grand Est. Ce graphique met en illustration ce que je viens de vous dire, avec des territoires qui perdent énormément de population dû au sol naturel. Les territoires les plus ruraux comme le Marne et la Meuse ou la Haute-Marne perdent de la population même au niveau migratoire car le territoire est considéré comme peu accueillant pour la population, tandis que le Bas-Rhin, qui est dynamique, qui a une économie assez forte, continue d'attirer de la population, une population qu'on peut considérer assez jeune et qui donc fonde une famille une fois arrivé à Strasbourg. Et c'est pour ça qu'on a un sol naturel assez fort pour Strasbourg également. C'est une tendance qui devrait se prolonger, comme on va le voir là avec les projections de population. En effet, à l'INSEE, on a un outil qui nous permet de faire des projections. On insiste bien sur le terme de projection, ce n'est pas des prévisions. On projette juste la tendance des 5 dernières années notamment sur les 50 prochaines années. Donc ici, on a un horizon à 2070. Et qu'est-ce que ces projections disent? C'est qu'on va perdre environ 1 habitant sur 7 d'ici 50 ans. Donc c'est une tendance qui va se prolonger. On voit sur la carte à droite que la plupart des territoires perdent de la population ou sont très proches de zéro, donc rien de très différent à ce qui se passe aujourd'hui. Alors que le Bas-Rhin, lui, continue d'en gagner. C'est un territoire qui est toujours dynamique, avec la métropole de Strasbourg qui continue d'attirer autant, en plus avec une économie et un cadre de vie très agréable. Ici, on peut voir le graphique du coup des projections. On voit notamment la courbe rouge qui est la projection au niveau de la France et la courbe bleue qui est la projection au niveau du Grand Est. On peut voir que ces deux courbes suivent des tendances très très différentes. Tandis que la France va continuer de gagner des habitants jusqu'environ 2040 avant de ralentir un peu, on a le Grand Est qui va continuer d'en perdre, lui, petit à petit, avec même une vitesse assez impressionnante, et perdre quasiment 1/5 de sa population d'ici 2070. Donc ce sont des projets, encore une fois, on insiste sur le fait que ce sont des projections, ce ne sont pas des prévisions, mais si tout se passe comme ça se passe durant ces 5 dernières années, c'est ce qui pourrait attendre le Grand Est prochainement, avec un Bas-Rhin attractif, mais le reste du territoire qui serait en déprise démographique, notamment les parties les plus rurales, avec le tertiaire qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, et l'industrie et le rural qui perdent de la place. On peut s'attendre à ce que ces territoires les plus spécialisés peuvent perdre de l'attractivité, encore plus que ce qu'ils ne font aujourd'hui. En plus de ça, la vieillesse de la population va continuer d'augmenter, ce qu'on voit avec cette pyramide des âges. À gauche, les hommes en bleu, à droite, les femmes en rose,
Désolé un peu pour les. Pour ces clichés, c'est pas nous qui les choisissons, hein, c'est représentatif, on va dire. On peut voir ici que la population du coup de 75 ans, en 2070, sera environ égale à la population aujourd'hui des 50 ans. Donc on a une population qui va continuer de vieillir, qui va continuer de s'accroître, et on peut voir qu'au-dessus, au bout de la pyramide, ce sont tout simplement les décès, l'âge après 100 ans. La plupart du temps, l'espérance de vie ne va pas assez jusque-là pour la plupart de la population. Donc c'est une tendance qui va continuer, ce vieillissement de la population n'est pas prêt de s'arrêter malgré la fin des baby boomers, désolé pour eux. Et on ne devrait pas avoir un regain de la population, sachant que quand il y a une tendance au niveau du sol naturel, elle est très peu inversable. Et qu'elle ne se retournera pas de suite. Voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat ou en Il y en a déjà eu deux. Je vais arrêter le partage peut-être. Non, laisse-le, on ne va pas leur remettre ça. Là, vous avez en plus en vision, vous avez la liste des études sur le sujet. Hein. Donc, on va vous transmettre le diaporama. Donc, c'est aussi pour attirer votre attention que tout ce discours que vient de faire Hugo, et je le remercie, il est basé sur un certain nombre de publics qui expliquent les choses. Un petit peu plus détaillé. Hein. Donc, on a fait l'année dernière des publications en juin dernier, peu importe, sur les projections de population qui sont assez alertes, hein, une sorte d'alerte. Hein. Donc voilà, donc tout ce discours il est basé sur ces études-là. Donc merci, j'ai vu deux questions sur le chat. Hein. Donc je pense qu'il y en a une qui a été déjà répondue puisqu'il y avait une diapo qui a permis juste après d'y répondre. Hein. C'était l'influence du Luxembourg sur le solde migratoire. Évidemment, on voit bien le sillon lorrain, qui est une zone dynamique. Le sillon, il y a Metz, qui a sa dynamique propre. Et puis, il y a toute cette zone frontalière avec une influence que vous connaissez bien du Luxembourg, avec un nombre important de frontaliers, donc une attractivité. Parce que les gens qui viennent s'installer dans ces zones, ils peuvent venir d'autres départements de la région, mais aussi de toute la France et aussi de l'étranger, hein, puisqu'on a des métiers très qualifiés, le Luxembourg avec la place financière, la Suisse aussi avec la pharmacie. Donc oui, il y a clairement une influence. Ce sont des territoires très, très attractifs. J'ai presque envie de dire trop, puisque pour certains, il y a une vraie pression, hein, puisqu'il faut suivre au niveau de l'infrastructure hein, quand il y a une envie de s'installer à un endroit. Donc oui, il y a une très, très forte influence du Luxembourg, particulièrement sur les 20 dernières années. La deuxième question, c'est sur le terme encourageant du solde naturel. Alors, c'est toujours compliqué hein, d'avoir un jugement de valeur là-dessus. Hein. C'est toujours un peu l'équilibre de la population. Comme le disait si bien Hugo, hein, le fait que le solde naturel devienne négatif, il est essentiellement, en première partie, il est quand même lié au vieillissement de la population. Et le vieillissement de la population, les gens qui meurent actuellement et qui vont mourir dans les 10 prochaines années, ils ont eu l'espérance de vie la plus importante qu'ait jamais connue la France. Hein, donc, c'est pas une situation négative, c'est juste le vieillissement. Vous voyez bien avec la dernière diapo des projections, vous voyez en 2070 c'est loin, mais si les tendances se poursuivent, la part des 75 ans et plus va être très importante. Et donc, c'est des âges. C'est des âges des décès, hein, donc voilà, c'est le premier facteur. Et puis après, on en parle beaucoup. Hein, le président de la République a parlé de réarmement démographique récemment, puisque la France rentre dans le rang, hein, puisque la France a une natalité, un taux de fécondité relativement élevé hein, pendant, on va dire, depuis le milieu des années 90 jusqu'à il y a 3-4 ans en arrière. On était en tête hein, avec un taux de fécondité proche de 2. Hein. On parle souvent du taux de fécondité de renouvellement, c'est 2,1. Donc peut-être que c'est celui-là qui met le moins de pression, puisque si vous êtes très au-dessus, c'est les pays en très forte croissance, donc c'est une grosse pression, c'est compliqué. Et si vous êtes très très en dessous, vous allez va falloir gérer finalement ce que gèrent déjà beaucoup de territoires en Europe. Hein, les Allemands sont plus expérimentés là-dessus. Hein, il va falloir gérer des territoires qui se vident en fait. Donc
voilà, hein, donc c'est pas interdit, hein, c'est juste qu'il faut être prêt à le faire. Hein, et après, la croissance éternelle, c'est compliqué aussi. Hein, donc, c'est aussi voilà, c'est très difficile d'avoir les jugements de valeur là-dessus. Ce que je rajouterais, Rémi, par rapport à ce que tu disais sur le réarmement démographique, c'est que notre exercice de projection, il se base sur la période 13-18, avec une fécondité qui était déjà bien en deçà de ce qu'on a connu au début des années 2000, hein, qui était très, très positive. Donc ça, on l'intègre. Hein, les projections sont plus pessimistes que celles qu'on avait faites il y a 5 ans. On les fait tous les 5 ans, grosso modo. Et aujourd'hui, le passé récent nous montre que c'est encore en deçà de ce qu'on avait connu il y a quelques années. Donc la fécondité, ça peut se retourner, mais la fécondité aujourd'hui est plus basse qu'elle était il y a quelques années, qui déjà était beaucoup plus basse qu'il y a 15 ans. Donc, voilà. Donc, quand on fera le prochain exercice dans 2-3 ans, il y a à parier qu'il ne sera pas meilleur, entre guillemets. Hein. J'en profite pour rebondir sur l'autre question que je vois apparaître dans le chat, qui est intéressant, puisque Hugo y a répondu en partie avec l'exemple de l'Île-de-France, mais on pourrait prendre aussi l'exemple du Bas-Rhin quand vous dites le lien entre le sol migratoire et le solde naturel. Évidemment, il y a un lien. Puisque on reprend l'exemple de l'Île-de-France, mais qui marche aussi pour le Bas-Rhin. Hein. Pourquoi? Parce que à la retraite, on peut être amené à partir de ces territoires parce que c'est plutôt des territoires à attractivité économique. Voilà, et vous pouvez essayer d'aller vous mettre un petit peu au vert, pas forcément très loin, mais d'aller vous mettre un peu au vert. Si vous avez acheté un appartement en centre de Strasbourg ou encore plus dans les zones d'Île-de-France, vous pouvez acheter n'importe où quelque chose de très très bien, hein, vous le savez. Donc, vous voyez, il y a un peu ce processus-là. Donc, les gens qui vont partir, c'est plutôt des personnes âgées. Donc, ça va vous faire moins de décès sur le territoire. Et puis, l'attractivité, comme il l'a dit aussi, elle est plus sur ces territoires qui offrent à la fois l'universitaire, l'économique, l'emploi, les emplois qualifiés, mais vont être attractifs. C'est là où se jouent les carrières et les vies. Et donc, on y est présent dans ces territoires quand on est jeune. Et c'est pour ça, ce qu'il disait bien, c'est que c'est à ce moment-là qu'on fait des enfants. Pas croire que le Bas-Rhin ou l'Île-de-France ont des taux de fécondité, que les femmes font plus d'enfants dans ces territoires-là. Elles en font à peu près, c'est assez proche, hein, donc il n'y a pas de différence significative. C'est juste qu'il y a plus de femmes en âge d'avoir des enfants. Et ça, c'est important aussi dans la baisse des naissances qu'on observe, hein, qui vous a montré dans la courbe. Il y a la baisse de la fécondité, on a un petit peu moins d'enfants par femme, mais il y a aussi, et c'est très important, on l'a bien mis dans une de nos études, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants qui diminue. Hein, parce que, voilà, on va dire, la période d'âge d'avoir des enfants, elle est en gros, en France, entre 20 et 45 ans. Hein. L'essentiel, il y en a un petit peu avant, un petit peu après, mais l'essentiel est là. Donc, ce nombre de femmes entre 20 et 45 ans, il a un effet très fort. Donc, il y a aussi, donc on peut imaginer que, comme disait Yves, les naissances des années 2000 qui ont été importantes, c'est des femmes qui ont à peine commencé à avoir des enfants, donc qui peuvent remettre, peut-être ressoutenir, avoir un petit effet là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais il y a un effet, c'est sûr, de la structure de la population et des déplacements de la population à l'intérieur des territoires. Je ne sais pas s'il y a des questions orales en visio. Autre dans le chat. Oui, on a une autre très particulière sur les installations de Suisse et luxembourgeois qui viennent s'installer de l'autre côté de la frontière. On sait que le phénomène existe, mais il est relativement important. Et c'est surtout, on observe aussi beaucoup d'étrangers qui viennent, de manière générale, qui viennent travailler en Suisse et au Luxembourg, qui s'installent du côté français de la frontière pour bénéficier des prix plus abordables. Mais là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on va pouvoir mesurer ça. Ce n'est pas non plus si massif que ça. Mais au Luxembourg, c'est effectivement. En Suisse, peut-être moins, mais il y a beaucoup de Luxembourgeois qui emménagent dans le nord de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. De l'étranger, c'est la premier pays de provenance, et de loin. Portugal également un peu. Mais la plupart des migrations viennent quand même de la France en elle-même. Ouais. À chaque fois qu'on parle de sol migratoire, la plupart des migrations viennent d'un autre territoire que celui étudiant. Donc ici, une autre règle. C'est quand même la majeure partie de la migration française. Ouais. Et effectivement, on parlait du Luxembourg. Hein,
En 20 ans, on est quand même passé de 35 000 frontaliers à 90 000, ce qui est, Rémi le disait, pour les territoires, c'est une pression assez considérable. Alors, certains habitaient déjà dans le territoire et ça ne change pas grand-chose, mais il y a un apport de population assez important aussi. Surtout qu'il prévoit, Luxembourg prévoit encore le développement. On en parle beaucoup dans les territoires autour, donc des enjeux derrière, oui, c'est un vrai sujet. Et je rebondis sur ce que disait Hugo, donc les échanges de territoires, quand on regarde Grand Est avec le reste de la France, ou un département avec le reste de la région, avec le reste de la France, oui, ce qui est déterminant, c'est les déplacements internes. Et après, c'est vrai qu'en plus, on n'en a pas parlé directement, mais il y a quand même aussi l'immigration depuis l'étranger. Mais l'immigration depuis l'étranger, elle se dirige en priorité vers les villes, dans les zones dynamiques, en fait. Les immigrés se comportent, en fait, comme les Français, et donc ils vont chercher les zones où il y a de l'emploi, où il y a des possibilités. Donc, ils vont plutôt participer à la vitalité des territoires attractifs, plus qu'à la revitalisation des territoires en déprise, même s'ils peuvent aussi donner un coup de main là-dessus. Souvent, les étrangers ne vont pas dans la messe. Il y en a peu, mais ce sera de voir. Bon, on va revenir. Ok, merci Hugo. Donc, je vais passer à présent à la partie sur la question de la ruralité. Alors, tout d'abord, quel zonage utilise l'INSEE? Alors, on va distinguer deux types de zonage. Un qu'on connaît beaucoup, on est familier, c'est les zonages administratifs, comme les communes, l'intercommunalité, les départements, arrondissements, et des zonages d'études qui sont construits par l'INSEE à des fins de représentation statistique. Bien souvent, les zonages administratifs ne permettent pas de mesurer finement certains phénomènes socio-économiques. C'est pour ça qu'on va utiliser des zonages d'études pour cartographier et pour avoir des indicateurs qui parlent. Alors, les zonages d'études, on va les séparer en deux grandes catégories. La partie morphologique, comment on voit le territoire, et la partie fonctionnelle, un zonage fonctionnel, comment mon territoire interagit avec les autres territoires environnants. Alors, deux territoires morphologiques, les unités urbaines. Alors, l'unité urbaine, c'est quoi? C'est la continuité du bâti. Donc, je vois le territoire, la continuité du bâti. Quand il n'y a pas de discontinuité, on a une agglomération des logements et on a une forme d'unité urbaine. Deuxième zonage, j'y reviendrai plus tard, le zonage de la grille de densité, qui est également morphologique. Et enfin, trois autres zonages fonctionnels, le bassin de vie. Donc là, c'est un territoire au sein desquels la population accède à des équipements de proximité, d'intermédiaire ou supérieur. Les zones d'emploi, c'est un territoire où on a à la fois rencontre entre l'offre de travail et la demande de travail, donc par le biais des placements domicile-travail, ceux qui cherchent du travail et ceux qui en offrent se rencontrent au sein d'une zone d'emploi. Ça, c'est des territoires, enfin, c'est des zones pour étudier tout ce qui est marché du travail. Et enfin, les aires d'attraction des villes. On a autour des pôles d'emploi qui concentrent les emplois, des territoires qui vont jouer un rôle dans les migrations résidentielles, migrations domicile-travail, qui vont envoyer des habitants travailler dans le pôle. Et on va avoir des territoires qui vont être sous l'influence de la ville et qui vont en quelque sorte ressembler à la ville de par les populations et les professions. Et on va avoir inversement des territoires qui vont être plus ce qu'on appelle hors de la ville, autonomes, et qui vont un peu moins ressembler à la ville en termes de fonctionnalité. Alors, la grille de densité et comment on définit l'espace rural. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthodologie qui est développée par Eurostat. Donc, Eurostat définit en fait comment les pays membres de l'Union européenne vont calculer la grille de densité dans leur pays. Donc, qui dit grille, dit un maillage de l'ensemble du territoire avec des mailles de 1 km de côté. Alors, c'est possible aujourd'hui parce qu'on a des données géolocalisées. On va avoir au sein de chaque maille, au sein de chaque carreau, on appelle ça un carreau, des habitants, et on va pouvoir regarder au sein de chaque carreau combien d'habitants, les rassembler
pour former ce qu'on appelle des clusters, hein, des amas de carreaux qui ont des caractéristiques proches. Alors, ça va permettre, l'avantage, le gros avantage, c'est de pouvoir déjà, s'affranchir des zonages administratifs qui sont très différents d'un pays à l'autre. Une commune en Allemagne et une commune en France, c'est incomparable. Et ça va permettre également, du coup, de pouvoir comparer tous les territoires européens selon une même définition. Alors, après, ces carreaux sont regroupés et on va pouvoir définir de quel type d'espace est une commune ou tout autre territoire supracommunal. Donc, la grille communale de densité, elle va permettre de classer les communes à la fois en fonction du nombre d'habitants, ça c'est important, et de la répartition de ces habitants sur leur territoire. Donc, il y a des effets de seuil d'habitants. Plus la population va être concentrée et nombreuse, plus la commune est considérée comme dense. Alors, il y a un exemple, je ne sais pas si vous connaissez peut-être tous la commune de Haguenau, il y a une grande forêt. Eh bien, si on prend la population de la commune de Haguenau et qu'on la divise par la superficie, la commune est très peu dense. Mais au sens de la grille de densité, comme on ne regarde que les carreaux qui sont effectivement habités et qu'on ne regarde pas les carreaux non habités, eh bien, on mesure la densité de la population de la commune vraiment sur l'espace habité. Alors, il y a plusieurs niveaux. Dans cette variation à 3 niveaux, je vais y revenir tout à l'heure, on va définir 3 types de communes, les communes urbaines denses, les communes urbaines de densité intermédiaire et les communes rurales. Alors, en cohérence avec les orientations retenues au niveau européen, le rural, c'est quoi? C'est défini comme toutes les communes rurales qui appartiennent à la grille densité. Et enfin, l'urbain, c'est quoi? C'est les communes qui sont à la fois densément peuplées et de densité intermédiaire. Et là, vous l'avez sur la diapo suivante. À gauche, vous avez un continuum entre tous les espaces. À gauche, l'urbain rural, qui peut être décomposé à 3 niveaux entre des communes densément peuplées, donc c'est les grands centres urbains. Alors c'est ce qu'on appelle au niveau européen les cities. Pour ce qui est du Bas-Rhin, ça va être Strasbourg et les communes alentours qui sont très denses. On a également dans l'urbain des communes de densité intermédiaire. Alors on va avoir les centres urbains intermédiaires qui sont des communes denses mais de taille moindre, par exemple Haguenau, Sélestat, Saverne, Molsheim. On va avoir des ceintures urbaines, ce sont des communes qui sont à proximité des grands centres urbains et qui également ont une densité moindre. Je peux citer par exemple dans le Bas-Rhin les communes d'Arpenheim, Menfeld, Limpertheim, Mundelsheim, Ischau. Et enfin, des petites villes, donc là, moins d'habitants et également une densité moindre et un éloignement par rapport aux grands pôles urbains un peu plus important. Donc, par exemple, dans le Bas-Rhin toujours, en Lot, Bar, Oswegen, encore Roto, la 20 secondes. Et enfin, on a le rural, les communes rurales, avec 3 niveaux. Les bourgs ruraux, donc ce sont des communes à plus faible densité, mais qui ont un niveau de population déjà un peu plus important et du coup un niveau d'équipement également, des commerces, des services, etc. Et enfin, dernière catégorie, alors on scelle en deux, le rural à habitat dispersé et le rural à habitat très dispersé. Alors vous allez voir sur la carte juste après, à droite la carte de France, à gauche la carte du Grand Est. Ce qui est intéressant, alors les espaces urbains, on en voit effectivement beaucoup dans la plaine d'Alsace, le Sillon Lorrain également. En bleu, les grands centres urbains, donc il y a Strasbourg, Colmar, Mulhouse. En rose, les centres urbains intermédiaires. Ce qui est intéressant, c'est le rural. Évidemment, le rural occupe quasiment toute la superficie de la région, le vert, avec des bourgs en vert foncé. Et le rural, l'habitat très dispersé, qui est dans la région plutôt rare. Et là, en chiffres, la diapo suivante. À gauche, la répartition des communes. Alors, 90% des communes font partie du rural non Grand Est. 90%. Pour ce qui est du rural, l'habitat très dispersé, c'est en bas la dernière pour le diagramme. On voit qu'au niveau France, 20% des communes sont du rural à habitat très dispersé. Alors le rural à habitat très dispersé, c'est un rural qui est plutôt isolé. On est loin de tout quand on est dans le rural à habitat très dispersé. Eh bien, c'est 20% France entière, 10% dans le Grand Est. Donc c'est 2 fois moins. En termes de population, pareil, on a une très faible part de la population qui est dans le rural à habitat très dispersé. En revanche,
on va avoir davantage de population dans les bourgs ruraux. 20% de la population régionale vit dans un bourg rural et un peu moins de 18% en rural, habitat dispersé. Alors, le rural, c'est 39%, je reviendrai, 39% de la population régionale, l'urbain, 61%. Alors, de la même façon qu'on a remonté, on a utilisé la grille pour dire si une commune est plutôt urbaine ou plutôt rurale, selon cette grille, on peut définir n'importe quel territoire, et en particulier les départements, où on pressent évidemment que les départements des Ardennes, c'est un département rural, mais là, au sens de la grille, on le voit, c'est l'algorithme qui nous le dit, c'est la méthode. On a dans la région 4 départements qui sont principalement ruraux, puisque plus de la moitié de la population vit dans des espaces ruraux. Donc, c'est les Ardennes, la Meuse, Haute-Marne et les Vosges, et les 6 autres départements qui sont principalement urbains ou intermédiaires. Alors maintenant, les caractéristiques des populations et des logements qu'elles occupent. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de zonage fonctionnel. Alors, bien souvent, on a besoin de zonage fonctionnel pour expliquer les phénomènes sur les territoires. Et là, on va croiser le zonage morphologique qui est rural avec un zonage fonctionnel côté périurbain et non périurbain, donc l'influence de la ville. Alors, quand on est sous influence de la ville parce que on a un nombre d'habitants qui font le déplacement quotidien pour aller travailler en ville. Et si on dépasse un certain seuil, on dit qu'on est périurbain. Et si le seuil est, si on est en dessous du seuil, on dit qu'on est non périurbain, on est plutôt autonome. Donc on voit que, évidemment, autour des communes urbaines qui sont en gris, on a des communes rurales périurbaines où on a des modes de vie qui sont importés de la ville. Et si on s'éloigne de ces territoires-là, on a des communes rurales non périurbaines. Et on voit bien là, par exemple, l'Alsace, l'ancienne région Alsace, elle est quasi essentiellement urbaine ou périurbaine. À l'inverse, le département de la Meuse est très peu urbaine ou périurbaine. Elle est très non périurbaine. Alors maintenant, si on regarde l'évolution de la population selon ces critères, donc Hugo nous l'a montré, on a une population qui stagne, 0%. On a un écart entre l'urbain et le rural. L'urbain, c'est 61% de la population, en croissance de 0,2%, en partie liée à une contribution du sol naturel positif, 0,2%, et à l'inverse, les communes rurales sont en décroissance avec moins 0,2%. Mais quand on regarde plus finement à l'intérieur des communes rurales, tout n'est pas homogène. Et on se rend compte que les communes rurales périurbaines, qui profitent évidemment des mouvements de population et des migrations liés à la périurbanisation, sont encore en légère croissance démographique, 0,1%, avec un sol naturel. Alors, c'est des familles qui viennent s'installer et qui, évidemment, créent leur foyer. À l'inverse, les communes rurales non périurbaines sont en déprise démographique assez nette, moins 0,5% par an. Elles constituent quand même 16% de la population régionale. Une autre approche intéressante, c'est l'accès aux équipements. Donc à l'INSEE, on a défini plusieurs paniers. Alors, on se base sur une base permanente des équipements qui a 180 types d'équipements différents. On utilise un panier de la vie courante, on en prend 22. Ils sont des équipements qu'on va qualifier de proximité, puisque la population les utilise de manière assez fréquente. Et on va rajouter quelques équipements qu'on utilise moins fréquemment, mais qui sont quand même importants, comme un supermarché ou une station-service. Et on va regarder l'accès en voiture à ces équipements. Et on va dire, si je suis à plus de 8 minutes en moyenne de ce panier de la vie courante, de ces 22 équipements, eh bien, je suis démonié. Si je suis à moins de 8 minutes, je suis pas éloigné. Alors, globalement, le graphique de gauche, on voit que 10% de la population vit dans une commune qui est éloignée du panier de la vie courante. Dans l'urbain, ça n'arrive pas. On est à 0% quasiment, pour les 0%. En revanche, dans le rural, on a des taux bien plus importants. On est à quasiment un tiers pour les populations non périurbaines et un peu plus de 1/5 pour les populations
périurbaine, bon, ce qui est logique. Et on voit sur la carte où elle se constitue. Il n'y a pas d'enjeu en Alsace. On voit que dans la partie, la moitié est de la région, on a quelques communes en Moselle et Meurthe-et-Moselle, mais la concentration des communes éloignées, enfin des populations qui sont éloignées de ces équipements se fait plutôt dans la partie ouest de la région, Meuse, Haute-Marne, le sud des Ardennes, l'Aube et également l'est de la Marne. Enfin, la vacance des logements, bah, évidemment, c'est un enjeu pour les pouvoirs publics. Alors, on mesure la vacance des logements de deux manières. Il y a une vacance qui est dite frictionnelle, évidemment, quand un logement est remis à la location, il y a un temps où peut-être voilà, il va être inoccupé. Quand un appartement est mis en vente, pareil, il y a quelques mois, il risque d'être inoccupé. Et il y a la vacance structurelle qui est plus liée à des questions d'inadéquation entre l'offre et la demande des logements. Et bon, évidemment, il y a un enjeu sur les questions de vacances des logements dans les territoires, et en particulier dans le cadre de la loi sur la zéro artificialisation nette. Alors, quelques mots sur qu'est-ce qu'on a connu en termes de vacances dans la région. Alors, tout d'abord, on regarde sur la courbe les années 90. Alors, il faut savoir que les années 90, c'est une période assez faste au niveau démographique. C'était les générations des baby-boom avaient des enfants. Rémi en parlait tout à l'heure, donc il parlait des années 2000, mais là on remonte. Donc on avait une croissance démographique assez forte et la vacance des logements qui a légèrement diminué dans cette période. Et puis ensuite, c'est parti à la hausse. Ça, on était à 6,5%. On a dépassé le niveau France. Et vous voyez que la courbe, on passe aujourd'hui à 9,4%, quasiment un logement sur 10 dans le Grand Est, aujourd'hui vacant à 9,4%. C'est 1,3 points de plus qu'au niveau France. En termes d'évolution, si on regarde par rapport aux années 2000, on a quasiment le double de logements en plus, plus 75%, 120 000 logements au niveau Grand Est. Ce qui est assez considérable. Au niveau territorial, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, il n'y a pas un écart très très important entre les communes rurales et les communes urbaines. Dans l'urbain, on a 9,3% de vacances des logements. Dans le rural, on est à 9,6%. Alors, les territoires qui ont des taux de vacances les plus faibles, c'est ce qu'on appelle les ceintures urbaines, évidemment, liées à la périurbanisation, la recherche d'un cadre de vie, d'un espace, etc. À l'inverse, les communes qui ont les plus forts taux les territoires qui ont le plus fort taux de vacances, alors on va avoir le rural, l'habitat très dispersé, qui est marginal au Grand Est. Donc, je ne pense pas que ce soit très important de le noter, mais en revanche, tout ce qui est centre urbain intermédiaire et petites villes qui connaissent effectivement de grandes difficultés d'attractivité des populations, de réhabilitation des logements, de rotation du parc immobilier qui sont quasiment à 11% de vacances. Et quand on regarde, c'est intéressant, au niveau des départements, je vous ai dit qu'on a 4 départements ruraux, eh bien, dans ces 4 départements ruraux, on retrouve des taux de vacances qui sont bien supérieurs à ceux des départements entre guillemets urbains. Dans les Ardennes, mais il me semble à plus de 12%, enfin, on est au-delà de 11% de taux de vacances au sein de ces 4 départements, que ce soit à la fois dans les communes urbaines, qui parfois d'ailleurs ont des taux de vacances les plus importants, qui peuvent dépasser les 15%, et également dans le rural. Donc là, on a des questions de vacances qui sont, je dirais, générales aux territoires départementaux, qui posent des questions d'attractivité, évidemment. Alors, parmi les études là, qui sont mentionnées, je voudrais juste... bon, on a récemment réalisé une étude sur la vacance des logements en janvier 2024. Juste parler de
Je recherche. Voilà. Les espaces les plus ruraux du Grand Est gagnent en attractivité résidentielle en 2020. Alors, c'est relatif à toute la question autour de la crise sanitaire, hein, Covid, et les populations qui quittent les territoires urbains, enfin l'exode urbain. Et on se posait la question, enfin, on voyait ça dans la presse, hein, les campagnes regorgent de citadins, et il y avait un besoin de statistiques et de voir est-ce que c'est vrai, toutes ces questions. Donc, on a mobilisé des sources qui ne sont pas le recensement de la population, des sources fiscales, les données de la Poste également, pour voir ce qu'il en était. Alors, on va pas, il n'y a pas de changement, de bouleversement massif des migrations. Ce qu'on a noté dans cette étude, en revanche, c'est que ces territoires ont gagné en attractivité résidentielle, même si elles continuent de perdre des habitants par le jeu des migrations, hein, eh bien, elles ont amélioré leur attractivité résidentielle relative. Alors ça, c'est important, puisque on parle de territoires en déprise démographique, même depuis 50 ans. Eh bien, ces territoires qu'on voit sous le prisme de la déprise, il ne faut pas oublier que des gens continuent de s'y installer, hein, et des jeunes, des actifs. On n'est pas sur des territoires qui sont en mort perpétuelle. Hein. On a des personnes qui viennent s'installer, d'attractivité, enfin, une forme d'attractivité. Et depuis 2020, alors ça c'est je dirais à consolider avec des données liées au recensement qu'on n'aura pas tout de suite, hein, mais qu'on aura bientôt. Ces territoires ont, pendant la crise sanitaire, ont attiré davantage de population qu'elles ne le faisaient les années précédentes. Hein. Ça, c'est important, hein, même si, effectivement, elles continuent de perdre la population. Voilà. C'est bien, tu as répondu en partie à une question là, qui était justement sur l'attractivité des zones rurales, sur l'aspect des prix. Évidemment, l'aspect des prix joue, hein, ça c'est sûr. Après, on sait toujours que construire une vie, c'est à plusieurs dimensions, donc il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs moments de la vie qui font qu'on va à un endroit ou à un autre. Hein. Donc, il a parlé de l'attractivité sur les jeunes. Après, les jeunes, les familles. Voilà, est-ce qu'elles vont rester durablement? On sait qu'il y a eu un mouvement aussi avec la crise sanitaire, le développement du télétravail, la maturation, j'ai envie de dire, aussi du télétravail, parce que voilà, c'est, on va dire, un processus qui est en train de se mettre en place, hein, en tant que fonctionnement social. Mais c'est vrai que ça donne des opportunités. On peut trouver des organisations, on vit 4 ou 5 jours à un endroit et puis on se débrouille pour faire 2 ou 3 jours de travail à un autre. Donc ça peut être un facteur dans l'aménagement. Et évidemment, les prix dans les villes et dans les zones très attractives, c'est un vrai problème. Hein. On sait que accéder à la propriété dans les villes dynamiques, c'est très très coûteux. Donc oui, la population cherche à s'adapter. Après, voilà, comme il disait si bien, il faut avoir un petit peu de recul, voir comment les choses. On sait aussi que parfois, il peut y avoir un mouvement, mais il peut y avoir un retour aussi. Il faudra voir combien s'en satisfont. Et l'un des enjeux, c'est le travail. Donc, si on est indépendant à son compte, on peut faire des choses. Il y a des néo-ruraux dans l'agriculture, on en parle beaucoup, hein, dans l'agriculture, dans l'artisanat. Il y a certains territoires aussi qui tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres. La proximité d'une gare TGV, par exemple, va créer un dynamisme, ou alors les territoires un peu à cadre de vie particulièrement agréable. Voilà, parce que toutes les campagnes ne se ressemblent pas, donc voilà, qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Et voilà, donc c'est à constater dans le futur. D'autres questions dans le chat ou, Il n'y en avait qu'une, donc j'ai complété ta pré-réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, ben, on peut enchaîner sur la partie économique. Voilà. De toute façon, il reste 20 minutes, il y a 27 minutes, donc hop. Voilà, donc oui, après avoir eu ces présentations de la démographie, la ruralité, cela nous amène à l'économie. Hein, donc, ce qu'on a vu avant avec Hugo et avec Yves, c'est aussi une région finalement assez hétérogène avec des dynamiques différentes. Hein. On voit bien, la carte des EPCI était très parlante avec quelques zones en rouge et beaucoup de zones en bleu.
Donc évidemment, il y a un lien avec l'économie. La question juste avant, elle était un peu en lien, parce que si on demande aux gens, beaucoup diraient j'aimerais bien vivre à la campagne, mais avoir l'essentiel des services urbains à proximité. C'est une équation compliquée. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant aussi dans ce qu'a montré Yves, c'est que le rural, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque vous faites 15 km, ou même pas en sortie de Strasbourg, vous êtes déjà dans le rural, et vous êtes dans un rural triomphant, hein, donc avec la proximité de l'Eurométropole, le fait de pouvoir s'y rendre facilement. On est peut-être parfois plus près, si on est proche d'une gare, on est plus près du travail qu'en étant dans la banlieue proche de Strasbourg. Donc voilà, tous ces enjeux-là. Évidemment, tout ça s'articule, la démographie, les modes de vie avec l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Grand Est? Alors, le Grand Est, ça reste une région normale, hein, avec une économie qui est surtout orientée vers les services, hein, comme vous voyez les deux traits bleus sur la droite, hein, qui sont très, très dominants. Et comme la France, j'ai envie de dire, comme la plupart des territoires du monde, hein, l'économie des services a pris plus de place de partout. Hein. Et il y a deux types de services. En plus clair, c'est les services marchands. Donc le commerce, qui va être le commerce et de l'activité aussi, certaines activités de services à haute valeur ajoutée, aussi des choses un peu plus basiques, et le transport, enfin on trouve tout un tas de sous-secteurs, et cette partie-là, elle est souvent liée à l'urbain. Hein, c'est souvent dans l'urbain que c'est dominant, c'est pour ça que vous allez voir ce trait bleu plus dominant dans le Bas-Rhin ou dans la Meurthe-et-Moselle, par exemple, là où il y a des grandes villes. Et puis, vous avez aussi le tertiaire non marchand, bleu foncé. Alors, tertiaire non marchand, c'est souvent les plus gros établissements, hein, parce que je pense que parmi les plus gros établissements, vous allez trouver les hôpitaux, les universités. Enfin, vous allez souvent trouver des services non marchands qui sont très présents d'ailleurs dans les métropoles, mais qui sont d'autant plus vitaux dans les territoires ruraux, puisque c'est les derniers services qui sont incompressibles. Hein. Il faut bien des écoles pour les enfants sur place, il faut aussi des services de santé. Donc, ils ont un rôle très important dans l'aménagement du territoire et dans la survie des territoires. Et peut-être un petit point, une petite transition avec ce que disait Yves avant, où on parlait de ruralité. Il y a quand même une identité forte en Grand Est, une identité qui est un peu du passé, mais qui est encore là, c'est l'histoire industrielle. Hein. Si on remonte à 50 ans en arrière, le rouge aurait été beaucoup, beaucoup plus large. Hein. Pratiquement un quart des emplois, c'était des emplois industriels. Hein. C'était la grande histoire de la sidérurgie, encore des mines. Donc voilà, ça c'est un peu passé, mais il y a des restes. Hein. Il y a des restes, et notamment dans les territoires ruraux. Parce que si vous prenez les Ardennes, la Haute-Marne et les Vosges, vous avez plus de 15% de l'emploi qui est industriel. C'est assez atypique pour les départements ruraux. Donc c'est lié à une histoire, c'est lié aussi à des conditions naturelles avec des forêts et puis des histoires de forges. Et en termes d'aménagement du territoire, c'est vraiment important pour ces territoires. Moi, je regardais la carte de Haute-Marne, vous avez des forges, pas forcément juste centrées dans les grandes villes du territoire, même si ça reste des petites villes, mais qui couvrent assez bien tout le territoire. Et ces équipements, ces infrastructures sont très importantes pour les faire vivre. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Parce que si vous fermez une forge en Haute-Marne, vous voyez, on parlait de la démographie juste avant, on commence à renforcer, à rentrer un peu dans des cercles vicieux. Cela dit, Grand Est, une région classique. Hein, et d'ailleurs, comme disait en première diapo Hugo, Grand Est, c'est la 6e région de France. C'est la 7e région en termes de PIB. Hein, et c'est dans un mouchoir de poche, puisque Grand Est fait partie de ces grandes régions hein, en termes de population. Autour de 6 millions d'habitants. Hein, on retrouve Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, Hauts-de-France, un peu ce peloton. Hein, et donc, on retrouve ce positionnement de Grand Est en termes de création de richesse. Si on regarde cette création de richesse par emploi, là aussi, on est toujours un peu dans le peloton, tout petit peu mieux classé, mais voilà, vous voyez bien qu'on est tous dans un mouchoir de poche, donc avec une productivité d'un peu plus de 80 000 euros par emploi. Donc évidemment, c'est pas complètement, enfin cette productivité, elle n'est pas égale selon les territoires. On en a parlé un petit peu avant, on a parlé de transfrontalier, j'en ai pas parlé directement, mais évidemment, ça a une influence très forte sur l'emploi et les revenus dans le territoire, puisque on en a parlé juste avant, beaucoup d'habitants de la région Grand Est ont des emplois au Luxembourg ou en Suisse. Dans une moindre mesure en Allemagne, l'Allemagne, c'était un peu le transfrontalier historique.
ça s'essouffle, hein. Même si ça concernait plus de territoire, c'était un peu mieux lissé, mais là, on a vraiment deux influences fortes. D'abord le Luxembourg, ensuite la Suisse, et qui pourvoient quand même des emplois. On a fait une étude, enfin pas une étude Grand Est, c'est une étude nationale où justement on évaluait les écarts de salaire entre le Luxembourg et les territoires transfrontaliers. On est quasiment du simple double, hein. Donc évidemment, c'est quand même économiquement quelque chose de très important. Si on regarde donc cet aspect économique, comment on se positionne dans les revenus, donc le titre, j'ai voulu le changer, je le changerai avant de vous l'envoyer parce que finalement, on est parmi les régions les plus aisées, mais on est toujours dans ce peloton, hein. Si on enlève un peu l'Île-de-France qui est atypique, on est dans la moyenne, quand même dans la moyenne nationale et proche de ces régions qui sont dans le même ordre de grandeur, hein, donc avec un revenu, un niveau de vie, ce qu'on appelle un niveau de vie de 22 000 € par an par unité de consommation. Hein, le niveau de vie, c'est les revenus, il y a beaucoup d'économies d'échelle, hein. Le logement, si vous êtes seul et vous prenez un studio, ça vous coûte beaucoup plus cher par mètre carré que si vous êtes à 4 avec 2 revenus. Donc, il y a tout cet aspect de structure qui est important à prendre en compte. C'est pour ça qu'on ramène par unité de consommation. Et donc, quand on dit 22 000 € par an, c'est en gros par tête de pipe gommer des économies d'échelle. Tout ça pour dire qu'on est quand même dans le peloton des grandes régions de même ordre de taille. Alors toujours cette discussion qu'on a eue au fur et à mesure sur une région qui est assez hétérogène, hein, donc Grand Est c'est une région récente, hein, avec des territoires assez différents, avec des histoires assez différentes, des identités assez fortes. Et on le lit bien dans beaucoup de nos cartes, hein, sur la démographie, c'est très, très net. L'Alsace se détache. Et elle se détache aussi économiquement, hein. Je n'ai pas mis pour les graphiques précédents, mais on le voit, hein. Et donc en termes de niveau de vie, en termes de revenus, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin se distinguent, hein. Donc, vous voyez, on parlait du lien entre économie et démographie, hein, démographie dynamique, revenus supérieurs. Vous voyez, le lien n'est pas complètement fou, hein. Donc voilà, c'est là où il y a les opportunités, donc ils se distinguent. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez les départements plus ruraux avec des revenus inférieurs. Alors, il faut quand même aussi avoir en tête que les revenus, c'est pas tout, hein. Ça coûte quand même plus cher de vivre à Strasbourg que de vivre dans la campagne de Haute-Marne. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tout va bien et que la vie est merveilleuse à Strasbourg et terrible dans la Haute-Marne, hein. Donc selon la situation qu'on peut connaître, voilà, et les choix qu'on peut faire, mais il y a quand même un lien entre le territoire où on vit et les revenus qu'on peut atteindre. En termes de taux de pauvreté, là aussi, on est toujours proche de la moyenne de la France, avec un taux de pauvreté régional qui est à peu près à 14%. Donc 14% de la population qui vit dans un ménage qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc 60% du revenu médian. Bon, c'est un seuil, hein, le taux de pauvreté, c'est un seuil qui est fixé. Et voilà, ça nous permet de nous positionner. Et vous voyez, paradoxalement, on retrouve un certain nombre de régions attractives, hein, PACA, Occitanie, qui ont des taux de pauvreté importants. Donc voilà, hein, les liens ne sont pas complètement directs non plus entre ce qu'on peut lire en démographie et ce qu'on peut lire dans l'économie. Voilà, si on regarde plus finement les territoires, encore une fois, peut-être un peu paradoxalement, mais si vous regardez à l'est, la pauvreté, elle est surtout concentrée, si on prend le cas du Bas-Rhin, qui a des couleurs claires, donc avec des taux de pauvreté relativement faibles. Vous avez pas mal de pauvreté dans l'Eurométropole. C'est normal. Les métropoles attirent la pauvreté. On parlait tout à l'heure du fait de l'attractivité, de quel type d'attractivité. Que va attirer la métropole? Elle va attirer des étudiants. Les étudiants sont souvent concernés par la pauvreté et c'est une pauvreté qui a vocation à être temporaire, passagère. Et après, ça va mieux, normalement, hein. Si tout se passe bien, et pour la plupart, ça va bien se passer, et donc ils vont arriver à des revenus. Donc il y a cet effet-là, hein, qui va générer de la pauvreté. Et puis l'immigration, on en a touché un mot avant. Les immigrés, ils viennent prioritairement dans ces endroits-là. On les voit sur les vélos avec des sacs thermiques. Voilà, ils sont là, ils commencent. Beaucoup ne vont pas rester sur leur vélo, hein, c'est pas peu passager, ils vont construire leur vie, ils vont construire leur vie souvent en ville parce que justement, ce type de métier un peu de démarrage, il est dans les métropoles. Donc, c'est pas surprenant d'avoir la pauvreté. Et après, on en a parlé un peu, Yves l'évoquait finalement, hein, certains territoires ruraux. Alors, dans les territoires ruraux, parfois ça peut être la campagne, mais souvent c'est les bourgs, hein. C'est souvent les bourgs, hein. Vous parlez de la vacance dans les départements ruraux. Alors, on a des bourgs qui sont quand même parfois en très grosse difficulté, hein.
Et parfois, dans les campagnes aussi, certains territoires de campagne peuvent avoir des difficultés. Mais là, on va voir, par exemple, Saint-Didier ou Saint-Dié-les-Vosges qui sont coloriés en sombre avec des forts taux de pauvreté. Aussi le nord des Ardennes, où on retrouve Charleville et Sedan. Voilà, donc après, il faut aussi avoir une connaissance des territoires. Et encore une fois, la pauvreté, c'est vraiment un seuil commun pour tout le monde. Et elle n'est pas vécue de la même manière à Strasbourg que dans un département rural. Voilà, donc là, on a beaucoup parlé du passé, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, souvent nos utilisateurs remarquent, on parle de 2020, 2021, les projections 2013-2018, période de référence, etc. Et parfois, on nous dit, mais vous avez que des choses qui sont aussi anciennes. Ben non, on a de la conjoncture qui permet quand même d'avoir des éléments frais, voire très, très frais. On sort une note de conjoncture tous les trimestres. Donc, je vous invite à la lire parce que ça vous donne quand même une indication de la dynamique. C'est un peu un thermomètre. C'est quand vous arrivez chez le médecin, on vous prend la température. Ça ne dit pas grand-chose de ce que vous avez, mais il va déjà savoir une info, fièvre ou pas fièvre. Et la conjoncture, elle est un peu là. Il ne faut pas non plus la surinterpréter, mais elle vous donne quand même des indications sur les dynamiques du territoire. Là, je vous parle de la région, mais on a plein d'éléments conjoncturels sur les départements aussi. Par exemple, emploi salarié qu'on peut avoir au niveau départemental, donc c'est assez riche. Donc sur l'emploi salarié, vous avez ici les courbes France et Grand Est. La France, c'est la courbe un peu plus foncée, donc avec des dynamiques de long terme qui étaient supérieures, et le Grand Est un peu plus clair. Ce qu'on observe, c'était quand même plutôt une tendance à la hausse. On va enlever l'accident, parce que l'accident Covid qui a eu des effets sur le fonctionnement de l'emploi, quand je dis que c'est un accident, pour l'emploi, c'est un accident, c'est-à-dire que ça fait des perturbations qui n'étaient pas liées à l'évolution de la situation économique. Et d'ailleurs, le rattrapage a été finalement assez rapide. On est plus sur des tendances assez lourdes. Et j'attire votre attention sur le fait que les courbes sont très parallèles. Et en fait, on pourrait mettre la courbe de l'Europe, voire de beaucoup de territoires du monde, on aura la même. La conjoncture, souvent, on la subit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire au niveau des territoires, mais il y a quand même des tendances très lourdes. Donc, vous voyez ça. On était quand même un peu en deçà, un Grand Est, une dynamique un peu moins forte. Et puis, ce qu'on observe, c'est en fin de période, depuis, on va dire 2023, en cours d'année 2023, un petit retournement avec une baisse de l'emploi. Cette baisse de l'emploi, là, c'est juste sur Grand Est par secteur. Donc, j'attire votre attention sur la courbe rouge, qui avait une très forte dynamique, c'est la construction, et puis qui a commencé à diminuer un peu plus tôt. Et c'est intéressant parce qu'on dit souvent ça pour votre culture économique. La construction, c'est souvent un bon indicateur, on va dire, préalable. C'est très conjoncturel. Et, donc, le voir se retourner déjà il y a un certain temps, c'est déjà un signal de retournement de conjoncture. On en parle beaucoup actuellement au niveau des hautes autorités de l'État. Je ne sais pas si vous avez entendu le dire, mais les autorisations de logements neufs sont en très, très forte baisse. Donc voilà, ça construit peu. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire, pourquoi la construction, c'est un bon indicateur? Parce que la construction, souvent, on la sollicite quand on va bien. L'industrie, si elle investit, elle va avoir besoin un peu de bâtir. Même les commerces vont avoir besoin de bâtir, donc ils vont solliciter la construction. La commande publique, ça veut dire qu'on a des rentrées fiscales et qu'on a de la marge de manœuvre, donc on investit, donc la construction. Et les ménages, soit ils améliorent leur logement, soit ils achètent, donc il y a la construction, donc c'est vraiment un bon indicateur. Voilà, donc ce retournement, il était là. Et puis aussi, peut-être, on a parlé de l'industrie, de l'identité industrielle, donc ça, c'est la courbe d'en bas. Alors, si on était remonté dans le temps, la baisse, elle était peut-être très, très lointaine. Il y a peut-être eu des petits rebonds conjoncturels. Et ce qu'on observait, c'est que la baisse s'était quand même arrêtée de manière durable depuis 2020 et on espère que malgré la mauvaise conjoncture globale, ça puisse se maintenir comme si on en était arrivé un peu en bas au fond et qu'on commençait à remonter la pente. Voilà. Donc, qui dit emploi dit chômage. Donc là encore, on voyait deux courbes, donc nationale et Grand Est, très très parallèles et une baisse. Donc encore l'accident Covid ici. Vous l'effacez parce qu'il perturbe la lecture de la tendance. Vous avez vraiment une tendance baissière pendant presque 6 ans, 6 ans à peu près, de baisse quasi continue. Et là, depuis 2 trimestres, on est à la hausse. Et sur la conjoncture, vous voyez que c'est parallèle. Et là aussi, la conjoncture,
l'INSEE donne beaucoup d'informations prévisionnelles, pas que l'INSEE d'ailleurs, et on est capable d'évaluer, en général on ne se trompe pas, mais on n'est pas les seuls à le faire, à dire où on sera au niveau du chômage à la fin de l'année prochaine. Donc fin 2024, début 2025, on a une vision à 1 an, et au niveau France, on attend 7, 9, 8, on attend de repasser vers les 8, et après on verra ce qui se passe, mais voilà, vous avez un peu de la tendance, donc ça nous donne une idée de ce qu'on va pouvoir avoir à Grand Est, vu que vous voyez que les tendances sont très similaires. Pour conclure, parce qu'on a beaucoup parlé de la région, son hétérogénéité au niveau des départements, si on regarde le chômage, c'est quand même intéressant de regarder sa variation. Donc, on a quelques territoires qui tirent leur épingle du jeu, hein, ils sont en bleu clair. Donc, Haguenau, Célestat et Pernay, hein, qui sont à 4,8 et 4,9. Donc, un taux de chômage très faible. Hein. Donc, voilà, chacun avec des forces économiques qu'on connaît. Hein. Haguenau, il y a une force quand même industrielle, et Pernay, je pense que c'est lié à une certaine production viticole qui donne une prospérité globale. Voilà. Ce qu'on observe quand même, c'est une relative homogénéité du ventre mou de la région, hein, puisqu'on a beaucoup de bleu clair, hein, entre 5 et 8. Et puis quelques territoires plus en difficulté, on en a 2 hein, qui sont au-dessus de 10, dans Charleville-Mézières et 3, pardon, Charleville-Mézières, Forbach et Saint-Dié, avec Forbach à 10,9 et si vous mettez la carte de la démographie, certaines cartes de ruralité, de la vacance, vous allez voir que c'est un territoire qui cumule, c'est un territoire en difficulté. Ouais, ça y est. Merci pour votre attention. Donc, les questions, t'as regardé? J'ai pas pu. Ouais, pas de souci. Alors, on n'a pas beaucoup de mal, vous l'avez noté, maison urbaine, c'est plus d'attractivité. Ah, bah, sur l'attractivité des zones urbaines, je viens de voir la question. C'est l'économie, c'est les carrières, c'est l'université, c'est notre mode de fonctionnement. Hein, je veux dire, regardez comment, de certaine manière, on éduque nos enfants. On va leur pousser à faire des études. Les études amènent au secteur tertiaire et ça nous amène à vivre dans les villes. Et puis, voilà, il y a un peu un chemin assez classique. Et j'ai envie de dire, là aussi, on parlait du mondial, l'exode rural, c'est un phénomène universel. Donc, même à terme, les campagnes d'Afrique qui sont encore très peuplées, parce qu'il y a une très forte fécondité là-bas, mais là-bas aussi, il y a un exode rural massif. Hein, les gens partent, et mondial, Amérique, Asie, enfin, voilà, ça c'est… Pourquoi les gens vivent en ville? Là, on est presque dans une question anthropologique, mais parce que le mouvement est très, très clair. Je veux juste compléter ce que disait Rémi par rapport à cette diapo-ci, en fait. Hein. C'est une note un peu pessimiste et négative. Hein. C'est ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années. C'est quand il y a croissance, quand il y a création d'emplois, eh bien, la région Grand Est, elle est en position de sous-performance hein, par rapport au niveau France. Hein. Clairement, chaque fois qu'il y a une reprise dans les années 2015, l'emploi a fortement augmenté au niveau France pendant plusieurs années. Il a augmenté en Grand Est, mais dans des proportions qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et là, on voit depuis le post-Covid, hein, la courbe au niveau Grand Est s'infléchit, pas la même pente. Hein. Oui, il y a une question aussi sur le secteur immobilier construction, sur les menaces. Donc, voilà, hein, on a fait le lien entre l'économie globale et la construction. Et après, il y a aussi des aspects cycliques. Hein. On parlait, même en démographie, la croissance éternelle n'a pas de sens. Hein. Voilà, ça fait partie du jeu. Et donc, il y a des aspects cycliques, donc, avec des moments de pression. Et puis, il y a des aspects aussi qui sont quand même importants. C'est aussi de manière globale sur le secteur. Enfin, on parle beaucoup en ce moment du zéro artificialisation net. Donc, comment on se positionne, comment on construit, parce que là, on a parlé de construction, j'ai parlé de logement autorisé, mais il y a aussi des enjeux de rénovation, voilà, de politique publique aussi, de soutien. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc, après, il faudrait détailler un peu les choses, mais sur les menaces, opportunités, il y a des menaces, mais il y a aussi des opportunités. Et peut-être, si on regarde, on a des analyses qui sont intéressantes au niveau Grand Est. Vous avez vu la carte territoriale de la démographie avec des EPCI en baisse de population. Mais en fait, on se rend compte que le nombre de logements, il continuait d'augmenter, y compris dans les EPCI où la population baisse pas mal. Donc, vous voyez, bon, à un moment donné, il faut faire aussi être cohérent avec les choses. Si la population baisse, va quand même y avoir un lien. Donc après,
voilà, c'est aussi un enjeu fort là derrière et aussi des politiques publiques. La mise en adéquation. Voilà. Le logement, hein, Souvent, les décideurs publics pensent que s'ils construisent plus de logements, la population va venir naturellement remplir ces logements dans les villes, ce qui n'est pas toujours vrai. Alors, il y a ça, les ménages sont plus petits avec le vieillissement, il y a plus de ménages d'une personne, c'est ça. Hein. Enfin, voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Bon, traditionnellement, hein, quand il n'y a pas de questions, c'est que la présentation est très claire. C'est là, je pense qu'on a fait le tour. Bah, merci beaucoup à vous trois. Hein, c'était vraiment merci de nous avoir fait bénéficier de ces éclairages. Et je pense que vous avez bien fait le lien justement entre les différents enjeux, entre les thématiques, hein, démographie, les caractéristiques du territoire et puis l'économie. Ça, je pense que c'était vraiment intéressant. Et puis, je pense aussi que par rapport à la commande, entre guillemets, qu'on avait pu vous passer, effectivement, hein, je pense que c'est bien rempli. Hein. Je pense que les points que vous avez abordés, ils font écho à beaucoup des travaux que nous pouvons mener. Voilà. Je pense que vous serez d'accord. Alors, je crois que vous étiez d'accord pour partager le support, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, Sylvain, on vous l'envoie dans la journée. Ouais, parce que ok. Bah, moi, je le partagerai aussi. Et je pense que vous serez d'accord aussi, hein, si jamais, je dis ça pour les collègues, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent ou d'autres interrogations, hein, vraiment, ce qui est important de noter, puis ce pourquoi on vous remercie beaucoup à l'INSEE, hein, c'est vraiment que le lien, il est assez facile à faire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions qui vous viendraient après coup et on pourra tout à fait relayer. Voilà. Et puis, moi, je vous félicite aussi pour la gestion du temps, hein, puisque il y a 2 ans, on n'avait pas pu prendre les questions parce qu'il y avait tellement de points. Voilà, on avait fini un petit peu en catastrophe. Là, je pense que c'était bien. Vous avez bien géré votre présentation et puis du coup, il y a pu avoir ces questions. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci. Et je rajouterais que, oui, Sylvain, je rajouterais que peut-être si une ou certaines équipes ont des besoins d'approfondissement sur certains aspects, là, on a fait un panorama hein, avec quelques indicateurs clés, des indicateurs où on a des dizaines, hein, eh bien, on est tout à fait disposé à parler avec les uns ou les autres sur les thématiques qui les intéressent plus particulièrement. Hein, donc, n'hésitez pas. Je pense que Sylvain, tu peux faire l'intermédiaire et. Oui. Et on serait tout à fait. Oui. Voilà, c'est. Ouais, parce qu'on a, je rebondis hein, évidemment, parce qu'on a beaucoup d'informations, c'est parfois complexe d'y accéder, donc vraiment, ce genre de moment, c'est aussi, voilà, vous savez qu'on est là et on peut répondre de plusieurs manières, on peut vous indiquer où sont les données sur le site internet, on peut vous faire une fiche sur une problématique donnée, ça fait partie des choses qu'on est amené à faire, donc n'hésitez pas. Oui. Merci beaucoup pour ça, puis merci pour votre disponibilité. Et on se déplace, on n'est pas très loin. C'est vrai, on est presque voisins. On est voisins. Et en interne, n'hésitez pas aussi à utiliser le site Coter. Hein. Donc les études, toutes les études publiées à l'échelle du Grand Est sont mises en accès dans Coter, en accès direct via Coter. Et puis voilà. Donc merci à tous. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, bonne semaine. Bonne journée, au revoir. Au revoir.